Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer un processus absolument fascinant. Comment un bébé, d'abord guidé par de purs instincts, se transforme étape par étape en un individu complexe et conscient. C'est un peu comme si on lisait le plan de construction d'un être humain. Évidemment, rien ne se fait au hasard. Ce développement repose sur des fondations très solides, des éléments biologiques, émotionnels et cognitifs qui s'assemblent comme les pièces d'un immense puzzle. Allez, on plonge là-dedans pour comprendre comment on devient les adultes que nous sommes. Au programme de ce décryptage, d'abord les réflexes et les premiers mots, ensuite les liens de l'attachement, puis on passera à la théorie de Freud, pour finir avec l'intelligence selon Piaget. On attaque tout de suite avec notre premier grand pilier, les réflexes et les premiers mots. C'est ici qu'on observe la mécanique de base, le véritable matériel biologique avec lequel chaque être humain vient au monde. Dès la naissance, le bébé possède des réactions totalement automatiques et ses compétences innées sont fondamentales. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles prouvent tout simplement que le système nerveux fonctionne comme il faut. À ce stade, ce n'est pas encore de l'intelligence réfléchie, c'est de la pure survie biologique en pleine action. Regardons de plus près ces fameuses réactions. On y trouve 5 réflexes principaux. La succion, bien sûr, indispensable pour se nourrir. Le réflexe de Moro, qui est en fait une grosse réaction de sursaut quand il y a un bruit soudain. L'agrippement, quand le bébé serre super fort un doigt placé dans sa petite main. Il y a même une marche automatique assez bluffante si on le tient debout. Mais l'un des plus cruciaux, c'est le réflexe de fouillement. C'est le parfait exemple. Si on effleure doucement la joue du bébé, il tourne instantanément la tête pour chercher à téter. Tout est déjà préprogrammé. Et puis il y a le langage. C'est là qu'on observe une magnifique collaboration entre la nature et l'environnement. Ça commence doucement avec des gazouillis jusqu'à 6 mois, et ensuite vient le babillage, les fameux baba ou mama. Vers 1 an, paf, les premiers mots apparaissent, suivis par des petites phrases vers l'âge de 2 ans. Mais attention, la biologie ne fait pas tout le travail. Les échanges et les interactions sociales avec les parents sont absolument vitaux pour booster ce développement. Le cerveau a littéralement besoin de ces stimuli sociaux pour se câbler correctement. On passe maintenant à notre deuxième pilier, les liens de l'attachement. On laisse un peu de côté la biologie pure pour se pencher sur ce qu'on pourrait appeler notre système d'exploitation émotionnelle. Les travaux fondateurs de John Bowlby nous apprennent qu'un enfant a un besoin viscéral d'un lien affectif stable pour se sentir en sécurité. C'est ce qui illustre le concept très fort du modèle interne-opérant. En gros, grâce aux échanges affectifs quotidiens avec sa figure d'attachement, un parent par exemple, les sourires, les câlins, le sentiment de protection, l'enfant se construit une image mentale. Il se fait une idée de sa propre valeur et commence à jauger si le monde extérieur est fiable. Ce modèle de confiance va littéralement servir de moule pour toutes ses futures relations. C'est énorme. Du coup, la qualité de ces tout premiers échanges crée une bifurcation gigantesque. Un attachement sécurisant va poser des bases en béton. L'enfant grandit avec confiance et file tout droit vers l'autonomie. À l'inverse, un attachement dit insécurisant va laisser une empreinte d'anxiété profonde, avec une peur quasi constante du rejet. C'est fou de se dire que ces quelques mois après la naissance forgent notre architecture émotionnelle pour le restant de nos jours. Bien sûr, cet attachement n'apparaît pas comme ça du jour au lendemain. Il suit des étapes très précises. De 0 à 2 mois, c'est la phase de pré-attachement. Le bébé est plutôt cool, il réagit pareil avec tout le monde. Ensuite, jusqu'à 7 mois, l'attachement se forme en douceur et il commence à préférer les visages qu'il connaît bien. Entre 7 mois et 2 ans, bam, c'est l'attachement clair et c'est là qu'apparaît l'anxiété de séparation. Et ce n'est qu'après 2 ans que la relation devient vraiment réciproque, tout simplement parce que l'enfant capte enfin que sa mère peut partir, mais surtout qu'elle va revenir. Ce qui nous amène à une question vraiment intrigante. Pourquoi est-ce qu'un bébé, qui jusque-là faisait des sourires à tout le monde, se met soudain à pleurer à la vue d'un inconnu ? Qu'est-ce qui déclenche cette peur panique autour de 8 mois ? Eh bien, le psychanalyste René Spitz a mis le doigt dessus, il l'appelle ça l'angoisse à 8 mois. Et ce qui est génial ici, c'est que cette soudaine inquiétude n'est pas du tout une régression. Au contraire, c'est la preuve irréfutable que le cerveau grandit. Cette petite angoisse montre que le bébé a consolidé son lien d'attachement et qu'il fait désormais la différence très nette entre un visage familier et un visage inconnu. Ce qui nous fait une transition parfaite vers notre troisième grande partie, la théorie de Freud. Après avoir parlé émotion, on va plonger dans les couches un peu plus profondes et subconscientes de notre personnalité. Selon Sigmund Freud, notre personnalité se forge à travers 5 stades de développement psychosexuel bien distincts. L'idée de base ici, c'est que chaque stade est connecté à une zone du corps qui procure du plaisir. Ça commence par le stade oral, la première année, où tout passe par la bouche. Vient ensuite le stade anal de 1 à 3 ans, centré sur le contrôle et l'autonomie.
Puis le stade phallique de 3 à 6 ans, ça se calme ensuite avec la période de latence, très axée sur l'école et les copains, pour exploser finalement au stade génital à l'adolescence. Mais le truc à vraiment retenir chez Freud, c'est ce fameux concept de fixation. Que se passe-t-il si une étape se passe mal? Si l'enfant subit une grosse frustration, ou au contraire s'il est beaucoup trop comblé, paf, il peut rester psychologiquement bloqué à ce stade. Et cette fixation va laisser des traces indélébiles sur sa personnalité d'adulte. Par exemple, si on suit cette théorie, un blocage au stade oral pourrait très bien se traduire plus tard par une forte dépendance, une tendance à la gourmandise ou même par le tabagisme. C'est aussi pendant le célèbre stade phallique, entre 3 et 6 ans, que se jouent des dynamiques relationnelles assez intenses. On parle bien sûr du complexe d'Oedipe, où le petit garçon s'attache à sa mère et voit son père comme un rival. Et de l'autre côté, le complexe d'Électre, où c'est la petite fille qui s'attache à son père en voyant sa mère comme une rivale. Heureusement, l'équilibre revient quand l'enfant finit par résoudre ce conflit interne en s'identifiant aux parents de son propre sexe. Et nous voici au 4e et dernier pilier de notre analyse, l'intelligence selon Piaget. On laisse les mystères du subconscient pour s'attaquer à la logique pure et dure avec le psychologue suisse Jean Piaget. Pour lui, l'intelligence ne tombe pas du ciel, elle se construit par l'action. Le tout premier stade, de la naissance à 2 ans, s'appelle le stade sensorimoteur. À ce moment-là, le bébé ne fait pas de grandes dissertations. Il découvre le monde par ses sens, il touche, il regarde, il attrape. Son intelligence se bâtit petit à petit en reliant ses actions physiques aux résultats qu'elles produisent autour de lui. L'une des plus belles victoires de ce premier stade, c'est ce qu'on appelle la permanence de l'objet. C'est un concept fascinant. Imaginons qu'on cache un jouet sous une couverture. Au début, pour un tout petit, si le jouet n'est plus visible, eh bien il a carrément disparu de la surface de l'univers. Terminé. Mais vers la fin de ce stade sensorimoteur, le déclic se produit. L'enfant comprend que l'objet est toujours là, caché. Il va donc soulever la couverture pour le récupérer. Ça y est, son esprit peut enfin concevoir ce qui est invisible. Ensuite, on bascule dans le stade préopératoire, entre 2 et 7 ans. Là, c'est le feu d'artifice de l'imagination et du langage. L'enfant est maintenant capable de penser à des choses qui ne sont pas là. Par contre, même si cette créativité est géniale, sa façon de penser reste super intuitive. On est encore très loin de la logique rationnelle, parce qu'il se fie surtout aux apparences immédiates. Toute cette folie imaginative, on la doit à l'apparition de la fonction symbolique. C'est cette capacité magique à utiliser un objet pour en représenter un autre, sans aucun rapport logique. On connaît tous l'exemple du gamin qui prend une pauvre cuillère et la fait voler en faisant le bruit d'un avion, ou un bout de bois qui se transforme en épée redoutable. La pensée symbolique est en marche. Mais bon, ce stade préopératoire a aussi son petit défaut cognitif, l'égocentrisme. Attention, on ne parle pas d'un enfant égoïste qui ne veut pas prêter ses jouets. C'est vraiment une incapacité pure et dure à adopter le point de vue d'un autre. L'enfant est persuadé que tout le monde pense, sait et voit exactement la même chose que lui. C'est ce qui donne des situations hilarantes où un enfant se cache les yeux avec ses mains, persuadé que comme lui ne voit plus personne, alors personne ne peut le voir non plus. Et pour bien montrer à quel point cette pensée manque encore de logique stricte, une expérience très célèbre a été mise en place. C'est un petit piège qui marche à tous les coups avec les jeunes enfants. Si on prend la même quantité d'eau et qu'on la transvase sous leurs yeux, est-ce que la logique tient le coup ? C'est ce qu'on appelle l'épreuve de conservation. On verse de l'eau d'un verre court et large jusque dans un verre long et fin. L'enfant a vu l'eau couler et aucune goutte n'a été ajoutée. Et pourtant, son cerveau le trompe. Impressionné par le niveau de l'eau qui est monté plus haut, il va jurer que le grand verre contient plus d'eau. Il ne capte pas encore qu'une quantité reste exactement la même, peu importe la forme visible qu'elle prend. Arrivé à la fin de cette analyse, on est en droit de se poser une vraie question. On a vu le bagage biologique et les réflexes. On a vu l'importance du sentiment de sécurité grâce à l'attachement. On a fouillé les pulsions subconscientes de la psychanalyse. Et enfin, on a observé comment se structure notre logique consciente. Tous ces éléments s'emboîtent pour construire un esprit humain complet. Mais parmi ces 4 piliers, lequel laisse vraiment la trace la plus profonde sur l'adulte qu'on finit par devenir? C'est une réflexion passionnante à garder dans un coin de sa tête. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec attention et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.